RTI 1, la chaîne qui rassemble. Voilà, merci à Maïs Sako pour ce point de l'actualité qu'elle vient à l'instant de nous faire. Nous sommes à Matin Bonheur, il est exactement 8, autant pour moi, 6 heures passées de 49 minutes sur RTI 1. Voilà, avant d'ouvrir notre plateau donc à nos différents consultants, nous allons partir du côté de la régie pour cette fois avec cet élément qui nous plonge dans le milieu des commerçants. Plus connu sous le nom de Madou, Kéré Amadou habite la commune d'Adjamé. Depuis 2000, il a opté pour la vente d'accessoires d'automobiles. Le métier, ça rapporte une véritable relation humaine. Chez Amadou, tout est inscrit. Les ventes d'articles par les intermédiaires n'existent pas. Quand un client vient, après achat, on lui fait un reçu et les reçus sont normalisés. Je paye mes reçus normalisés à 2000 francs. Tout comme lui, on a Reda et Mato qui s'inscrivent dans cette optique. C'est des factures normalisées, mais souvent on est confronté à un petit problème quand un client achète quelque chose de 100 francs. On ne sait pas comment, est-ce qu'il faut lui faire une facture normalisée de 100 francs ou alors il faudrait qu'on écrive quelque part et cumuler et refaire une facture. Mais là on est obligé de faire, puisque c'est la loi, donc on n'y peut rien. On livre toujours la facture normalisée. Et juste les raisons, c'est pour juste être régulier dans le sens de ce qui est préconisé juste de l'impôt. Actuellement, les clients sont de plus en plus exigeants. Effectivement, quand je fais les achats, je demande les factures normalisées parce qu'il est important. Parfois, il y a des contrôles sur la route, donc ils exigent la facture normalisée, donc ça nous aide aussi. Généralement, quand je fais mes achats dans les magasins, j'exige une facture normalisée. Et après, ça m'aide dans mes comptes, parce que souvent on fait des achats précipité, tu n'as pas l'idée de ce que tu as acheté, tu payes et arrivé, tu vérifies. Voilà pourquoi j'exige. Et puis, je pense que c'est important pour tout commerçant et puis tout client. En principe de commerce, en principe de vente, lorsqu'il y a transaction, c'est sanctionné par la délivrance d'une facture normalisée. Et toute opération entre les commerçants est aussi sanctionnée par une facture normalisée. J'attire l'attention de tous les commerçants et de tous les artisans, toutes les entreprises à la délivrance des factures normalisées. C'est vrai que pour l'instant, le directeur général des impôts a pris un communiqué pour surseoir au contrôle, mais ça n'empêche pas la délivrance des factures normalisées. Être commerçant, un métier beaucoup épuisant. Chaque matin, ces hommes et femmes se lèvent tôt. Ici, le principe est simple. C'est de trouver une stratégie pour écouler ces marchandises. Des articles en solde, la vente en gros, tout pour attirer les clients. Être commerçant, c'est celui-là même qui arrive à afficher la bonne humeur, quelle que soit la situation. Voilà, merci à Philomène Draman pour ce reportage qui nous plongeait donc dans l'univers des commerçants. Notre premier consultant est avec nous en plateau. Bonjour Habib Ouagé. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Bonjour Eric. Bonjour. Alors, avec vous, on parlera aujourd'hui de biscuits maison. Oui, biscuits maison, oui. C'est quoi le biscuit maison? Les biscuits maison, bon, c'est ce qu'aujourd'hui le groupe Sam vous présente. C'est une recette très simple et facile. Alors qui est fait avec 1 kg de farine, 400 g de beurre, 8 œufs. D'accord. Ça, c'est la composition. Et ensuite, après avoir 500 g de sucre, pardon. D'accord. Là, il faut du sucre là-dedans. Oui, il faut du sucre. Il faut 500 g de sucre pour 1 kg de farine. Est-ce qu'on peut en faire salé? Oui, on peut en faire salé. D'accord. Ça dépend du client ou bien ça dépend du client. On peut en faire salé. D'accord. Okay. Oui. Donc pour aujourd'hui, c'est sucré. Hein? C'est sucré, oui. D'accord. Donc après avoir pesé 1 kg de farine, 500 g de sucre et 8 œufs et 400 g de beurre. D'accord. Donc vous mettez tout, comment dirais-je, dans une bassine et pétrir tout ensemble. Et lorsque vous obtenez la pâte homogène, maintenant vous l'étalez sur la table bien farinée. Maintenant vous la découpez selon, comment dirais-je, la dimension que vous voulez. Et là, vous avez fait sous forme de petits cœurs. Hein? Oui, sous forme de petits cœurs. Et on va tenir un peu l'assiette. Vous avez le plateau, vous allez soulever un tout petit peu. Oui. Voilà. Non, voilà. Ou bien donnez-moi le plateau. Voilà. Voilà, je crois comme ça, c'est...
Voilà. Allez-y, oui. Oui, pendant ensuite, que notre réalisatrice s'attelle donc à... Pendant que c'est découpé comme ça, maintenant vous l'adressez sur la table, la découper comme ça, le mettre maintenant sur la plaque à cuisson. Je l'ai un peu doré avec du Nescafé, coloré un peu avec du Nescafé. Ah d'accord, il y a du Nescafé là. Oui, ça c'est du Nescafé. D'accord. Pour colorer un peu, bon voilà, c'est ce que ça donne quoi. D'accord. Et c'est vous qui avez choisi de faire ça en cœur, hein? Oui, c'est moi qui ai choisi de faire ça en cœur. Et ça peut faire comme ça, peut prendre combien de temps pour nous préparer tout ça? Pour préparer tout ça, il te faut 45 minutes. 45 minutes. Oui. Et pour ceux qui veulent faire ça très tôt le matin, déjà la veille, il faut commencer à faire le mélange, la farine et tout. Ça? Oui, si vous voulez, vous pouvez le faire à la veille. Si vous voulez aussi, vous pouvez le faire à l'immédiat. Ça dépend de vous-même. Oui. Et ça a été fait ce matin, hein, oui, ça a été fait ce matin. D'accord. Oui. D'accord, je crois qu'on aura le temps de déguster ça. Oui, ça me ferait plaisir. Et apprécier en tout cas, pas de problème. On va rappeler donc les ingrédients qui interviennent pour ce biscuit maison fait en petit cœur. Donc, vous avez 1 kg de farine, 500 g de sucre, et vous avez 8 œufs, et 400 g de beurre, 400 g de beurre s'il vous plaît, et 10 g de levure chimique. Voilà. D'accord. En tout cas, M. Habib Ouagué a fait un petit cœur pour partager l'amour. Hein. Voilà, il a beaucoup d'amour à revendre. Merci beaucoup, M. Habib Ouagué. Et rappelez que vous venez de la pâtisserie Groupe Sam, qui est situé où? Qui est situé à Yopougon, en Anéré. D'accord. Merci en tout cas. Vous êtes partenaire à Matin Bonheur pour permettre à nos différents intervenants de goûter à tout ce que vous nous proposez. Merci beaucoup. On vous accompagne avec le zapping de Matin Bonheur. C'est vraiment perceptible, mais ce qu'elle est en train d'expliquer, c'est qu'il y a un jeune qui la taquinait. Voilà, oui. C'est ton ami. Non, je le connais pas. Tu le connais pas, donc il te taquinait comme ça dans la rue? Non, il a taquiné son ami. Son ami, ah d'accord. Je vais te donner, si elle a donc, elle sera genre ta petite amie, tout ça. C'est le go comme ça, il cherche. Il dit, bon, en même temps, il a tourné, il a dit, quand tu t'es retourné, il dit, go comme ça, mais go comme ça, il ne va pas avec toi aussi. Tonton Lazare, c'est prêt? On va servir tout à l'heure. Tu sais, quelqu'un qui t'aime, c'est quelqu'un qui te dit la vérité, il dit c'est vrai. Il dit ok. Est-ce que tu peux permettre que je te dise la vérité? Il dit oui. Il dit bon, tu n'as pas une bonne odeur corporelle. Alors là, je te le dis, tu as appelé à te marier seulement que tu as... Voilà. Tentative de barrière. Parce qu'on a été un peu embêtés, mais il va falloir que nous venions en force. C'est pourquoi mais nous ça, sommes sur votre territoire aujourd'hui. Et ça commence bien. Donc, c'est l'amour qui doit gagner. D'accord. Et Diago, Jimmy, et Diago. Et si les éléphants doivent marquer, c'est maintenant parce qu'ils sont dans une phase. Yaokwasi, On surprend quelqu'un en train de, de tripatouiller ou quoi que ce soit, ce n'est plus la peine. Voilà. Il ne faut pas qu'on soit surpris de ne pas voir son groupe sur scène. Tonton Toussaint, en fait, il y a mon cadreur là. J'aime bien l'appeler le bleu d'Oufoué parce qu'il est souvent en bleu. Ah, alors, super. tonton Marcelin, il dit non seulement vous ne passerez pas, en plus on fait vos deux mains comme ça avec des menottes, comme ça on vous conduit au commissariat. Boulevard du Gabon, un dimanche pas comme les autres. L'événement qui s'annonce suscite autant d'intérêt chez les tout-petits que chez les grands. À peine 3 mois, le petit Ibrahim découvre une course de cyclisme. Une chance que n'a pas eu Nelly, sa grande sœur, pourtant âgée de 14 ans. Tout à fait. Vous avez 26 ans, vous êtes marié, 28 ans, pardon. Vous êtes marié? Non. Non. Vous avez un petit ami? Non. Un fiancé? Non. Vous n'avez jamais connu d'homme? Non. Non. Avec tous les voitures que j'ai vues là. Maintenant, j'avais envie de dire au candidat, c'est pas la peine de prier pour qu'on nomine ton voisin. Hey!
secret d'un amour. Devant toute la terre entière, tu es un flemmard. Tu es pitoyable. C'est pas pour te voir pleurer, c'est pas pour te voir pleurer. Ça ira, oh yeah, ça ira. Ne perds pas espoir, oh ça ira, oh ça ira. Pico, ça on va relever des filles. Ici, nous avons le peuple Sondo, nous avons le peuple Adjé Abé, nous avons aussi un peuple spécial, particulier, le peuple Nguin. Particulier parce qu'il parle une langue spéciale, parce que c'est un peuple qui parle parfaitement le baoulé et le malinké. Et dans la langue Nguin, on retrouve des mots ouais, des mots gouro, des mots baoulé, des mots malinké. Voilà, donc une langue atypique. Comme attrait touristique, le Nazan. Il y a aussi la montagne Blibli, le barrage flottant. Escale en pays Ifou, Mbayakro, ce mardi 9 septembre à 8h55 sur RTI 1. Voilà, merci beaucoup à Christelle Akoussa qui réalise donc cette émission. Notre deuxième consultant est en plateau. Bonjour docteur Boni et Jean-Sylvestre. Bonjour. Alors vous êtes membre du SINAMEPSI. SINAMEPSI. D'accord, et avec vous on parlera de santé aujourd'hui. Et le thème choisi c'est le suicide. D'accord, dans un premier temps, quelle définition donner au suicide? Bon, c'est évident. Hein. Le suicide, c'est le fait de se donner la mort. Oui. Volontairement. Hein. Volontairement. D'accord. Alors, qu'est-ce qui peut entraîner un être à vouloir sauter la vie? Les causes les plus importantes sont médicales, psychiatriques. En général, on peut dire que 80 à 90% des personnes qui se suicident souffrent de maladies mentales, psychologiques, par exemple la dépression, la schizophrénie, ce qu'on appelle les troubles bipolaires, les gens qui sont cyclotimiques, et d'autres troubles mentaux, certains troubles de la personnalité. Il y a aussi les abus de substances toxiques, abus d'alcool, les drogues, les drogues dures qui mettent parfois les personnes dans des états et qui les amènent au suicide. Il y a aussi d'autres maladies, par exemple les suites de traumatismes crâniens, ou des maladies qui touchent le cerveau, certaines tumeurs, certains problèmes de circulation sanguine, ce qu'on appelle les AVC et leurs séquelles. Et d'autres situations, des maladies qui sont longues, qui sont invalidantes, qui font beaucoup souffrir. Disons, toutes les situations qui mettent la personne dans un état de désespoir profond. On pourra parler aussi d'environnement, parce qu'on l'a vu sous d'autres cieux, certains employés qui se suicident, voilà, qui à partir du 3e ou 4e étage même du service se jettent. Voilà, c'est pourquoi je demande, on pourra parler d'environnement. Oui, on peut parler d'environnement, mais surtout des effets de l'environnement sur l'individu. D'accord. Il y a une chose qu'on appelle le stress, c'est un mot que tout le monde connaît, qui traduit, on pourrait parler de mauvais stress, qui traduit une pression intérieure, un tel désespoir que ça amène les personnes à suicider. Alors les causes peuvent être liées au travail, mais ça peut être lié aussi à l'environnement familial ou social. Quelqu'un qui brusquement dans un état de pauvreté extrême peut ne pas supporter, quelqu'un qui a un choc affectif important en fonction de sa personnalité, quelqu'un qui subit au travail des pressions telles qu'il atteint un désespoir qui fait qu'il ne voit plus d'autre issue que de sauter la vie pour fuir, pour éviter, pour ôter cette souffrance. Les souffrances qui sont morales, mentales, psychologiques sont très très fortes. Et parfois les patients nous disent, docteur, si je pouvais échanger cette douleur morale-là contre une blessure physique grave même, je préférerais. Mais est-ce que ce n'est pas une faiblesse de l'être? Ah, là, on entre dans un débat. Ça me permet de dire, d'aborder un peu la question de l'attitude face aux personnes qui tentent de se suicider. La notion de faiblesse de la personne est relative. De la personne qui est forte, c'est celle qui sait s'adapter. C'est celle qui sait reconnaître ses douleurs, ses souffrances. C'est celle qui sait demander de l'aide. C'est celle qui sait dire à autrui, j'ai mal, j'ai besoin d'aide. La personne qui est
le suicide n'est pas le résultat d'une faiblesse, mais le résultat d'une souffrance. Quelle que soit la force de caractère d'un individu, quand on atteint certains degrés de souffrance, parfois, on ne voit pas d'autre issue. Et si on n'a pas une aide adéquate, on peut arriver au suicide. Tout à fait. En tout cas, c'est tellement bien dit. Alors, les cas les plus fréquents, on les constate où véritablement? Où géographiquement, ou dans quel type de situation? Voilà, géographiquement. Alors, bon, ici, en Côte d'Ivoire, on a du mal à avoir des chiffres. Il y a certains pays qui réussissent à avoir des statistiques assez fiables à travers le monde. D'accord. Et le type de suicide varie. On ne peut pas dire vraiment qu'il y a des endroits où il y a beaucoup plus de suicides. On a pensé par exemple au Japon, mais les études ont montré que le Japon n'est pas le premier pays finalement, qu'il y en a d'autres, notamment en Europe. Simplement, quand on regarde les statistiques à travers le monde, on voit que selon les types de suicides, par exemple, selon le genre, selon l'âge, selon les moyens utilisés, ça varie un peu en fonction des pays. En Côte d'Ivoire, on n'a pas vraiment de statistiques, mais ce que nous pouvons dire, c'est que le suicide dans les pays occidentaux et dans le monde en général, si on considère les travaux de l'Organisation mondiale de la santé, est considéré comme un problème de santé publique. On pense même que dans les 20 prochaines années, ce sera la première cause de mortalité chez les jeunes. Ah oui. Et donc c'est une situation que nous avons intérêt à considérer, à prendre en compte et pour lesquelles il nous faudrait prendre des mesures. D'accord. À ce jour, quelle est la frange de la population qui est la plus touchée? Alors, les personnes, il y a deux tranches. Les personnes au-delà des 50 ans et puis les jeunes, disons, entre 15 et 35 ans. D'accord. Chez les jeunes, comme je dis, c'est une des premières causes. Docteur, pendant que vous poursuivez, on a nos amis de la pâtisserie qui vous apportent vos biscuits maison. Biscuits maison. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci. D'accord, on poursuit. Donc, les jeunes sont très touchés, mais aussi les personnes à partir de 50, 55 qui entrent dans le troisième âge sont touchés aussi. D'accord. Ça nous permet en tout cas de revenir, encore il est très important de le rappeler, les différents types et le genre de suicide. Bon, en général, les suicides sont liés à une souffrance mentale. Je vous ai dit, c'est la grande majorité. La douleur morale intense, mais il y a des suicides aussi liés à une trop forte dépendance à un groupe. Vous voyez, il y a des suicides collectifs. On a vu dans l'histoire, dans certains groupes religieux, pour ne pas dire le mot secte. Tout à fait. Où les personnes sont tellement soumises, tellement dépendantes, croient tellement aux leaders qu'elles font tout ce qu'on leur dit, jusqu'à se suicider. Il y a des suicides aussi par conviction. On connaît tous les attentats suicides, les kamikazes, les attentats suicides. On ne va certainement pas nommer certaines personnes pour une religion. Voilà, on va pas. Mais il y a des suicides aussi qui sont des suicides par révolte, par opposition. Des personnes qui vivent une situation, qui ne trouvent pas d'écoute, qui ne trouvent pas d'issue et qui vont se donner la mort, un peu comme certains font la grève de la faim. Voilà, il y a un certain nombre de suicides comme ça. Il y a des suicides même philosophiques. Il y a des gens qui poussent leurs réflexions tellement loin et qui ne sont pas assez liés à un environnement social avec des règles qui interdisent suffisamment pour les empêcher de passer à l'acte et qui vont, par conviction, aller jusqu'à sauter la vie. D'accord. Alors dites-nous, quelles sont les manières les plus récurrentes de suicide? Bon, comme je dis, je n'aimerais pas trop m'étaler dessus pour ne pas donner des idées aux personnes qui ont envie de se suicider. Mais bon, il y a des moyens chimiques que les gens utilisent, médicaments, pesticides et autres dans les zones rurales. Et puis, il y a des moyens mécaniques. Aujourd'hui, on constate qu'en Côte d'Ivoire, en Afrique, je vais prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, que ça devient monnaie courante. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on est influencé par l'Occident? Non, bon. Je ne pourrais pas dire que c'est parce qu'on est influencé par l'Occident. Disons que notre mode de vie actuel semble être une plus grande source de stress à cause de ce changement culturel, à cause de la vie en ville, l'individualisme qui se développe, les familles qui se désunissent,
tous les problèmes sociaux liés à la modernité sont des facteurs de stress importants qui amènent au suicide. Mais le suicide existait depuis longtemps dans la vie de nos parents, avant, de nos ancêtres. Hein. Le suicide existait. Mais seulement, là aussi, c'est une des difficultés parce que culturellement, le suicide en général n'est pas accepté. Il est jugé. Il est condamné même. Il est condamné. Si nous prenons nos grandes religions monothéistes, si nous prenons ce qu'on observe dans nos traditions, par exemple, quelqu'un se suicide, on l'amène pour faire les obsèques, il ne rentre pas dans le village. Et puis on enterre vite. On ne fait pas les funérailles n'ont pas la durée habituelle des funérailles qu'il y a lorsqu'une personne décède. Donc le suicide existe, mais notre culture, notre tradition morale fait qu'il est perçu vraiment difficilement, hein, souvent avec une certaine honte, avec une certaine réprobation. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il est un peu difficile à appréhender chez nous en termes de chiffres. D'accord. Et c'est une des raisons aussi qui va peut-être gêner un peu la prise en charge. D'accord. Alors dites-nous, quelles sont les personnes sujettes au suicide entre l'homme et la femme aujourd'hui? Bon, en général, les statistiques montrent que les hommes se suicident plus. Ah bon? Oui. Bon, comme je dis, on n'a pas de données vraiment fiables ici. Mais dans d'autres pays, on voit qu'en général, mais il y a certains pays où ça domine. Je ne sais pas, par exemple, bon, je ne vais pas citer la Chine, je crois. Dans les lectures que nous avons eu à faire pour préparer l'émission, on a vu qu'il y a des pays où le nombre de femmes qui se suicident est supérieur au nombre d'hommes. Mais dans ces pays-là, peut-être c'est certainement dû aussi aux déceptions amoureuses. Peut-être, ou à la condition de la femme, qui est plus difficile. Je veux dire ça. D'accord. Alors en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui est mis en place pour véritablement sensibiliser les uns les autres sur ce fait-là? Bon, je crois qu'ici, il faut faire peut-être un plaidoyer pour qu'il y ait plus de sensibilisation. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a une certaine sensibilisation qui est faite en général pour la prise en compte des maladies mentales. Il existe le Programme national de santé mentale qui fait de la sensibilisation. Et le suicide fait partie d'une sensibilisation globale. Mais je pense qu'à la longue, il y aura un projet particulier pour faire une sensibilisation en ce qui concerne le suicide, qui va toucher la population, mais qui va toucher aussi nos services de soins, nos services de prise en charge, pour qu'il y ait par exemple une orientation plus systématique des personnes qui font une tentative de suicide vers des spécialistes, des services spécialisés de psychiatrie, de psychologie. Alors vous qui êtes un spécialiste, comment déceler chez quelqu'un l'envie de se suicider? Bon, on va dire simplement quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui montre des signes de souffrance, quelqu'un qui est angoissé, qui a peur, qui dort mal, quelqu'un qui n'est plus motivé pour faire ce qu'il fait d'habitude, qui a du mal à se lever pour aller au travail, qui ne s'habille plus comme il s'habillait avant, qui n'a plus d'appétit. Voilà. J'ai dit qu'il y a des troubles du sommeil. Surtout quelqu'un qui parle beaucoup de la mort, qui évoque la mort, qui dit qu'elle veut se tuer, la personne qui dit qu'elle veut se tuer. Ça arrive, hein? Eh bien, bien sûr, la plupart des personnes qui se suicident effectivement, vraiment dans de nombreux cas, on va dire dans la plupart des cas, ces personnes-là ont déjà donné des signes d'alerte. D'accord. Et si l'entourage a été vigilant, l'entourage pourrait aider. La personne a souvent laissé des écrits, a dit des paroles. Mais ça angoisse tellement l'entourage que souvent on banalise. Non, on ne parle pas de ça, on ne parle pas comme ça, et puis ça s'arrête là. Au lieu de rentrer dans le sujet. Il ne faut pas avoir peur de parler de la mort avec quelqu'un qui veut se suicider. Au contraire. Mais il faut en parler sans juger. Il faut en parler en montrant à la personne qu'on la comprend. D'accord. D'accord. Alors dites-nous, comment donc amener cette personne à se rétracter véritablement? Car il est très important de le mentionner. Alors, comme je dis, le problème n'est pas de moraliser, ce n'est pas les bons conseils. Alors, tu vois, on ne parle pas de ça, il ne faut pas faire ça, c'est pas bien. Tel livre sacré dit que... Bon. Donc, évitez de ramener la personne à un livre sacré. Hein. Non, c'est-à-dire, si on peut amener la personne à un livre sacré, en termes de solution, d'encouragement, en voyant le positif, en voyant l'enseignement religieux positif qui accroche à la vie. Mais pas pour blâmer, pas pour moraliser, pas pour faire des reproches. Écouter la personne
Et puis ne pas dire à la personne, mais ça ne va pas. Dire à la personne, par exemple, je te sens mal. Je me rends compte que tu es devenu triste. Ça me touche. Parler à la personne de ses propres sentiments vis-à-vis d'elle, en fonction de ce qu'on voit. Ça, c'est un puissant moyen pour amener la personne à s'ouvrir. Parce que la chose essentielle à faire, c'est de pouvoir communiquer avec la personne qui a des idées de mort et faire en sorte qu'elle se sente écoutée et comprise. Ça va être le moyen par lequel on peut amener la personne, j'allais dire doucement, dans la plupart des cas, à se faire soigner. Une personne qui a essayé peut-être de se suicider, qui malheureusement n'est pas allé jusqu'au bout en ayant essayé et malheureusement Dieu ne l'a pas pris, est-ce que cette personne peut essayer encore à nouveau? La plupart des personnes qui se suicident effectivement ont déjà essayé. Ah, d'accord. Donc la tentative de suicide est un facteur de risque hyper important. Quand une personne a déjà essayé de se suicider, il faut vraiment l'aider à voir un psychologue, un psychiatre. Il faut bien l'entourer surtout. Il faut bien l'entourer. Et si nous travaillons à plus de cohésion, à plus de dialogue ouvert dans nos familles, nous contribuons à diminuer le risque de suicide. Tout à l'heure, je disais que communiquer avec la personne qui se suicide, savoir l'écouter, c'est une façon de l'aider, c'est un moyen, un canal par lequel on peut l'amener à se faire soigner. Des fois, on peut être amené à forcer la personne à se soigner. Dans les cas de grave dépression qu'on appelle la mélancolie, où la personne ne réagit plus, où elle n'est plus en état de réagir elle-même, ou dans certaines psychoses, vous savez ce qu'on appelle la folie, la schizophrénie ou autre, dans lesquelles la personne n'est plus responsable de ses actes. On ne va pas demander son avis, on ne va pas attendre qu'elle-même elle décide d'aller se soigner. On va le faire malgré elle. Mais la loi permet d'amener une personne malgré elle à se soigner quand elle n'est plus, on va dire, responsable de ses actes. Alors, l'amour aussi peut être un facteur pour ramener des personnes à la raison. Je vais prendre l'exemple d'un acteur très connu, de deux acteurs, Brad Pitt et Angelina Jolie. Brad Pitt qui, sur les réseaux sociaux, avait posté que depuis un certain temps, il voyait sa femme qui déprimait, qui ne s'habillait plus, qui ne se maquillait plus, qui était même, qui avait pris, on pourrait le dire, 20 ans de plus. Il s'est remis en cause, il s'est posé la question, il s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé, ma femme a autant changé? Et il a constaté que c'était le manque de temps. Le manque de temps qu'il consacrait véritablement à son épouse qui a fait, qu'il avait amené à faire cela. Donc il a commencé à lui offrir des cadeaux, commencé à lui dire tu es encore plus belle, je t'aime. L'amour peut aussi amener des personnes à ne plus vouloir se suicider. Oui, c'est sûr. L'amour est un facteur important parce que l'amour permet à celui qui est désespéré, qui veut se tuer, de sentir qu'il a une place auprès d'une autre personne. Il y a un lien qui lui donne de l'espoir, qui le réconcilie avec la vie. Il y a une personne qui le considère, qui l'accueille de façon inconditionnelle. Et ça peut sauver évidemment. Dans les relations de couple, quand la relation même est la source de stress, la personne qu'il faut regarder en premier, c'est soi-même. Un peu comme dans l'exemple que vous avez donné. On a tendance à toujours voir le défaut de l'autre, ce que l'autre fait qui ne va pas. Mais là, le premier lieu où il faut regarder, c'est en soi-même, dans sa propre conscience et dans son propre cœur. Il faut se remettre toujours en cause. Toujours en cause, se remettre en cause et demander qu'est-ce que je peux apporter. C'est ça l'amour. Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre et de quoi j'ai besoin? Et je vais exprimer mon besoin dans un respect de l'autre, toujours. Et si les deux fonctionnent comme ça, l'amour, le couple, la relation affective va devenir un facteur positif. Un sujet vraiment intéressant. Un sujet vraiment intéressant. On en parlera toujours dans les petits salons. Merci beaucoup à vous, docteur, d'être venu sur notre plateau cette journée de mardi. Oui, c'est moi qui vous remercie. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous donner ces informations. On vous raccompagne avec cet élément qui est signé qui a été réalisé donc en Bayakro. Voilà. Bayakro est, disons, situé approximativement à 300-320 km à vol d'oiseau d'Abidjan, au nord pratiquement d'Abidjan, mais également au sud-est de Bouaké.
Et nous sommes approximativement à 80 km de Boaké, mais également à 60 à 62 km de notre chef-lieu de région, qui est la région d'Ifou. Voilà. Donc Mbayakro est l'un des 3 départements qui appartient à la région du Ifou. Mbayakro est une ancienne ville, une vieille ville, qui pendant très longtemps a connu de très bons moments de gloire. Et aujourd'hui, Mbayakro, une commune de plein exercice depuis 1985, regorge de beaucoup de cadres. Beaucoup de cadres parce que anciennement, toute la région était essentiellement à Mbayakro. C'est-à-dire que tous les élèves venaient à Mbayakro, que ce soit de Daoukro, de Wélé, tous venaient s'instruire à Mbayakro. Donc Mbayakro est la ville où nous avons connu les premières écoles. Les premiers collèges sont sortis de la région, sont sortis à Mbayakro. Donc vous avez pas mal de cadres de Bokanda, de Daoukro, de Wélé, qui connaissent très bien la ville de Mbayakro pour y avoir fréquenté. Nous bénéficions aussi du fleuve Nzi, qui est un affluent du grand fleuve Bandama. Le fleuve Nzi entoure pratiquement la ville de Mbayakro sur 3 grands côtés. Donc vous comprenez que nous ne pouvons qu'en tirer profit au niveau agricole. Donc nous avons déjà au niveau agricole des plantations de riz, nous avons des plantations du vivrier également, de la banane, des ignames, qui se font de façon artisanale dans les villages et les localités environnantes. Mais vous avez aussi des plantations de rente, comme l'EVA, comme l'anacarde, qui aujourd'hui est devenue la culture phare de la région. La zone de Mbayakro faisait partie de l'ancienne boucle du cacao. Café-cacao, c'était une zone très riche en production de café et de cacao. Malheureusement, avec les sécheresses et les feux de brousse, nous avons perdu toutes nos plantations. Et aujourd'hui, nous sommes en train de tout reconstituer avec l'anacarde et l'EVA. Nous avons aussi quelques zones de production de bétail, de bœufs, de bovins, de caprins, de volailles, mais aussi, je dirais, avec le fleuve Nzi, de la pêche, mais de façon artisanale. Le département de Mbayakro est constitué de 3 grands peuples. 3 grands peuples avec 2 cantons. Les 2 cantons, c'est le canton Adjé et le canton Sono. Et le 3e peuple, c'est le peuple Nguin. Donc les Adjé sont essentiellement autour de la ville. Les Sono sont un peu plus loin et les Nguin sont dans la zone de Bonguera.
Le bitume a été fait en Mbayakro depuis 1974, ce qui fait 40 ans. Et pendant 40 ans, nous n'avons pas connu de bitume, si bien que tout le bitume s'est dégradé. Donc vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, Mbayakro est en train de renaître. La visite du chef de l'État dans le Ifou, et particulièrement en Mbayakro, est une occasion en or, une occasion rêvée